des différentes frontières, des postes de santé qui ont été renforcés pour la surveillance. Je pense que l'avantage peut-être avec Ebola, peut-être la situation est un peu différente, c'est que le Nigeria aussi est dans ce problème d'Ebola. Donc, la circulation des personnes entre les deux pays. Oui, la circulation des personnes entre les deux pays. Bon, j'ai pas été sur le terrain, mais je pense quand même que si le ministre de la Santé a dit que les frontières sont sécurisées, c'est qu'elles sont sécurisées. Voilà, je rappelle que vous êtes médecin de santé publique, vous avez déjà fait l'amitié de venir sur ce plateau une première fois. Aujourd'hui, nous parlons donc de cette pandémie Ebola qui tient le monde en alerte. On en parle, mais on en sait très peu. Et du coup, ça laisse partir toutes sortes de supputations. D'abord, présentez-nous le virus. C'est quoi Ebola ? Ebola, la maladie Ebola est une fièvre hémorragique due à un virus. Qu'on appelle virus Ebola. Pourquoi Ebola? C'est que il était découvert en 1976 dans un village de la République démocratique du Congo, donc et près d'une rivière qui s'appelait Ebola. Donc les premiers cas recensés là-bas, les premiers cas ont été recensés près de cette rivière-là, donc c'est d'où le nom du virus, le virus d'Ebola. Donc de 1976 à 2014, ça fait 38 ans aujourd'hui. Ebola pratiquement fait 10 pays en Afrique. Voilà. Et puis, bon, maintenant, elle est toute près de nous. Comment ça se manifeste? Comment ça se présente? On a entendu dire que les premiers symptômes, c'était une fièvre, maux de gorge, saignement, maux de tête. Mais c'est des symptômes qui arrivent tous les jours quand on a un palu, quand on a... Comment on fait la différence entre le palu classique et la fièvre hémorragique dont vous parlez? Voilà. La confirmation du diagnostic, c'est vraiment au niveau du laboratoire. Mais au niveau des signes cliniques, on peut déjà faire la différence. Donc, comme vous avez dit dès le départ, après la phase d'incubation qui dure de 2 à 21 jours, phase d'incubation, c'est-à-dire la phase entre l'infection et puis la manifestation des symptômes. Donc, après cela, le malade commence à présenter des symptômes grippaux, comme vous avez dit, maux de tête, fièvre, les douleurs musculaires un peu partout. Et après cette phase-là, justement, elle évolue, justement, devient hémorragique. On saigne de partout, les yeux, du vagin, des narines, on saigne de partout. Or, par exemple, dans le paludisme, vous ne saignez pas, vous n'avez pas tout cela. Et puis, on a un œdème, et puis la mort, elle survient très rapidement. Alors, les modes de contagion, là aussi on a tout entendu. On a dit que ça se contaminait par la poignée de main, par le baiser, par la sueur. Comment ça se contamine? Voilà. Est-ce que c'est un virus qui se balade dans l'air ou alors il y a Pas du tout. Ebola ne vole pas, pas du tout. Mais elle se transmet beaucoup plus par un contact très étroit avec les liquides biologiques. Quand je dis liquide biologique, c'est quoi? Les synthèses et puis le lait maternel et... c'est-à-dire sang, sueur, sperme, sécrétion vaginale. Non. Sel. Sel, voilà. Et le cinquième? Sang, sueur, sel. Aidez-nous, Xavier. Sécrétion. Non, c'est le sang, c'est la sueur. C'est le sperme. Le sperme. C'est... les sels. Les sels. Oui. Ah, le cinquième S, c'est quoi? La salive. La salive, voilà. Exactement. Voilà. Vous voyez, Xavier, on aurait pu faire l'école de médecine, nous aussi. Voilà. Donc, ça se transmet par... Voilà, et puis le lait maternel et les urines. Voilà. Alors, quelles sont les mesures préventives qu'on peut prendre? Parce qu'aujourd'hui, là aussi, on a tout entendu, Xavier. On a parlé du Mbitacola, on a parlé du citron, on a parlé des oignons. Et il paraît même que pour ces denrées, on connaît une légère inflation sur le marché. Juste à ce point? Oui, à ce point, je vous assure. Le Mbitacola se vend sérieusement. Il se vend sérieux. Il est passé il coûtait quoi, 4 à 25. Maintenant, il est passé à 50. Donc, ça veut dire que c'est... Voilà. Non, c'est sérieux? Le Mbitacola, vraiment, il y a eu un démenti formel même. Par exemple, le chercheur qui avait fait des études sur le Mbitacola, il a fait carrément démentir. Il dit que Ebola, le Mbitacola n'arrête pas Ebola. Vraiment, qu'on soit clair là-dessus. Donc, qu'on arrête ce qu'on est en train de faire là. Alors, quels sont les bons gestes qu'il faut cultiver? Les bons gestes, comme nous avons parlé, la transmission, quand c'est déjà que ça se transmet
par ces voies-là, c'est beaucoup plus l'hygiène des mains. Parce que si on part aux toilettes, on ne se lave pas les mains, on suit le truc. C'est vraiment l'hygiène de main, se laver les mains régulièrement, après avoir salué quelqu'un par exemple, avec de l'eau courante et du savon. Et bon, ici, c'est qu'on n'a pas accès à l'eau courante là rapidement. On a des solutions hydroalcooliques, souvent des petits gels, voilà. Il faut marcher avec des ordres. Oui, voilà. Essentiellement, vraiment, c'est ça. L'hygiène de base. Bon, pour les populations qui vivent en forêt, où il y a du gibier et trucs voilà, tout ça. je vais terminer par ça. Cette affaire, j'ai suivi un reportage sur la télévision publique camerounaise dernièrement où on faisait justement allusion au marché de la viande de brousse qui est en perte de vitesse. Des restaurants qui faisaient essentiellement dans ce domaine sont en train de mettre la clé sous le paillasson. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Je suis très contente. C'est une bonne nouvelle pour vous, pas pour les restauratrices. Il y en a qui en vivent. Non, justement, mais avec Ebola, justement, la zoonose, la maladie vient en fait des animaux. Oui. Elle n'est pas humaine, premièrement. Donc, c'est le contact entre l'animal et l'humain qui fait que le virus a été transféré de l'animal à l'être humain. Donc, du coup, si on a accès, ou bien on manipule un gibier qui est malade ou bien qui est mort et qui est contaminé, on se contamine puisqu'on avait dit, on a parlé des 5 S, puisqu'on aura à dépécer et puis voilà. Donc, c'est pour ça qu'on dit vraiment, au moins de façon temporaire, arrêtons la viande de bouche. Arrêtons la viande de bouche. Ceux qui élèvent des chiens, ceux qui ont des chiens à la maison. Voilà, et puis les porcs également. Il y a, en fait, Ebola, c'est un sous-type. Et le sous-type que vous parlez, le sous-type que vous êtes en train de mentionner, il se manifeste essentiellement chez les animaux. Mais il n'a pas encore été démontré nocif pour l'homme. Donc, tout ce que les personnes qui élèvent du porc et puis tout ça, vraiment, c'est beaucoup plus d'hygiène d'utiliser l'eau de Javel qui tue le virus. Après 15 minutes, vraiment, l'eau de Javel, c'est la base. Et puis, vous parlez également de précautions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Éviter de manipuler les corps. Oui. Voilà. J'ai suivi un communiqué gouvernemental qui interdit même les veillées avec corps. Et je pense que vraiment, c'est une mesure à saluer. Voilà. On va sortir avec vous, Xavier, sur ce sujet. On a observé quand même, pour le cas du Cameroun, une grosse opacité autour de la communication sur cette affaire. Il y a eu une rumeur, il y a 2 semaines, qui a circulé sur tout le Cameroun, faisant état d'un cas détecté à l'hôpital La Quintini de Douala. Il s'est avéré par la suite que ce n'était pas vrai. Qui a été rapidement démenti par les autorités. Mais il se trouve quand même que la rumeur a prospéré parce que du côté gouvernemental, aucune action en termes de communication n'avait été engagée. Vous savez, Paul, ce que vous soulevez là, c'est le propre du Cameroun. Les autorités gouvernementales communiquent très, très, très difficilement. Et puis, c'est une culture, c'est une culture politique. Il a fallu que les médias s'en mêlent et que la rumeur s'amplifie pour que le ministre de la Communication, d'abord, fasse une sortie et ensuite, le ministère de la Santé a publié ce communiqué. Mais il faut dire qu'on a traîné là-dessus. Et puis, le démenti que le ministre de la Communication et son collègue de la Santé, de manière formelle, ont dit il n'existe pas de cas au Cameroun. Je crois que il fallait plutôt nuancer cela, docteur, je pense, parce que ça a été dit de manière catégorique, de manière vraiment impériale. Est-ce qu'ils avaient eu suffisamment de temps? C'est pas évident, avec les fluctuations de personnes de passer dans toutes les frontières, dans tous les coins du Cameroun pour être aussi affirmatif de manière ponctuelle? Si le communiqué, s'il a été fait, ça veut dire qu'ils avaient déjà les résultats des examens de ce patient-là. Peut-être la confidentialité médicale et puis les trucs, tout ça là. Bon, mais ils ont dit qu'il n'y a aucun cas. Aucun cas. Peut-on réellement l'affirmer quand on se souvient effectivement qu'il y a 2 semaines, nous avions rencontré un agent des douanes à Tico qui affirmait qu'il n'avait aucun dispositif pour tester les gens qui partaient du Nigeria quand on sait que cette zone a une forte densité commerciale entre le Cameroun. Et aussi, les autorités politiques ne peuvent être affirmatives que si un cas s'est signalé dans un dispensaire ou dans un hôpital. Et lorsque un cas n'a pas été signalé, ça ne veut pas dire catégoriquement qu'il n'existe pas. La plus haute autorité sanitaire de ce pays a dit qu'il n'y a aucun cas. Il n'y a aucun cas. C'est la personne la mieux informée. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau, docteur Adia. On invitera le ministre pour qu'il vienne nous en dire davantage comment lui l'a fait, comme effectivement ce que relève Xavier semble pertinent. On a parlé là des mesures qui ont été prises au Cameroun. Je vous suggère qu'on sorte de ce sujet en regardant les mesures qui ont été prises au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Suivons cet élément et on se retrouve juste après la pause. Je voudrais dire que sur l'invitation de Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité,
nous avons pu cet après-midi, mes collègues ministres et moi-même, rencontrer les préfets de régions, de certains départements. Vous savez qu'entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, nous avons une frontière commune avec la zone de Zérékoré. Et vous savez que dans cette zone, il y a trois régions qui sont touchées par la fièvre Ebola en Guinée. Et nous avons eu sur 80 cas dépistés, 59 décès, plus le décès annoncé à Conakry hier. En Côte d'Ivoire, nous sommes en train de prendre des mesures et les premières personnes concernées, bien sûr, ce sont les préfets de région qui vont être notre relais sur le terrain pour la sensibilisation des populations. Voilà un peu l'objectif de cette rencontre, de séance de travail de tout à l'heure. Alors la sensibilisation elle réside en quoi? Très rapidement, dire aux populations que le virus Ebola est un virus extrêmement virulent, dangereux. La mort est pratiquement instantanée, maximum 48 à 72 heures, et que le virus est logé tout d'abord chez l'animal, plus particulièrement la chauve-souris, les chimpanzés et certains rongeurs. Alors vous savez qu'en Côte d'Ivoire, nous affectionnons particulièrement le porc-épic et l'agouti, donc il faut éviter, jusqu'à ce que nous soyons sûrs qu'il n'y a plus de risque de consommer l'agouti, mais surtout de le manipuler.